Faire un petit résumé, Céréales Bellevue, c'est moi et mon frère avec ma mère, 390 hectares en culture. On a aussi 400 porcs à l'engraissement. Nos méthodes culturelles sur la ferme, c'est 70 % en semi-direct des surfaces, puis 30 % en travail minimum. Puis on a 3 cultures là, en parfaite rotation. Je m'appelle ça 1-1-1, là, également répartis là, sur la ferme. Ce qui donne 30 % de maïs grain, 30 % en soya, puis 30 % des surfaces en céréales, coupées moitié-moitié, 50 % encore en blé d'hiver, puis 50 % en blé de printemps. Puis on a un petit peu de poids de conserverie là, sur 8 % des surfaces. Pourquoi des céréales chez nous? En fait, on était à la recherche d'établir vraiment un système plus efficace des cultures pour notre entreprise, pour la ferme. On voulait que nos rendements augmentent sans nécessairement les acheter en les payant en fourniture d'intrants. On voulait une terre qui retrouve les vigueurs de ce qu'on a toutes connu dans notre temps, une terre en friche qu'on prend. Il me semble qu'on n'a jamais de problème au départ. Fait qu'on se disait, il n'y a aucune raison qu'après 15-20 ans de grande culture, on ne soit pas capable de se rapprocher de cette vigueur en friche-là. Fait que c'était un peu dans ce but-là qu'on a commencé à aller vraiment vers les céréales pour se rapprocher le plus possible de ces conditions de sol-là. Fait que c'est certain qu'en faisant des céréales comme ça va nous emmener vers les couverts végétaux dans notre système de culture. On va aussi travailler pour améliorer la biodiversité générale sur l'ensemble de la ferme. On veut en même temps être capable de contrôler nos intrants le plus possible, toujours en essayant d'avoir des rendements le plus optimum possible au maximum de nos capacités. Les fameux couverts qu'on va rentrer dans notre système, ce qu'on veut, c'est des couverts, mais on veut aussi s'en servir comme levier pour faire performer les cultures encore mieux derrière ces fameux couverts-là. Il faut être capable de les calculer et les bonifier au maximum. On établit notre rotation sur la ferme aussi en culture, mais on parle aussi d'une rotation au niveau des lignes de culture que j'appelle du maïs en 30 pouces, du soya en 15 pouces, puis du blé puis des pois de conserverie en 7 pouces. Fait que dans le fond, on utilise la totalité de la surface du sol avec des racines. Le but de ça, final, c'est d'avoir une terre aussi travaillante qu'on peut l'être là, sur la ferme. Fait que là, on a dit, pour aller vers ça, il faut ajouter des céréales dans la rotation. Au départ, on ne savait pas exactement si on était pour y aller nécessairement avec des céréales d'hiver ou de printemps, mais il y avait un objectif aussi qui va plus loin que ça au niveau des céréales, tout le côté répartition des travaux. Sur la ferme, notre plus gros tracteur, c'est un 155 HP pour faire les 400 hectares, les 390 hectares. Fait que c'est certain que quand on parle de répartir les travaux, c'est quelque chose sur la ferme chez nous qui va nous permettre d'être encore plus efficace au niveau de notre coût de production. On va aussi être capable de sécuriser notre période idéale de semis en rentrant des céréales, qui ce n'est pas nécessairement la même période de semis. Fait qu'on étale notre période, notre fenêtre de semis idéale pour chacune des cultures. Les céréales un peu au départ, après ça le maïs, soya qui viennent s'enchaîner. Mais il y a tout le côté aussi de passer de 200 hectares de maïs à 120 hectares. Bien, notre semoir de 8 rangs, c'est comme si on était tombé avec l'efficacité d'un semoir de 12 à 16 rangs pour le même prix. On a tout le temps cette philosophie-là de garder nos équipements. Fait que c'est une façon pour nous autres d'avoir encore notre 8 rangs, mais d'utiliser le semoir dans la bonne fenêtre. C'est comme si on agissait avec un 12 ou un 16 rangs. Il y a une partie gestion de risque aussi, autant au niveau des prix de récolte que les aléas climatiques. Céréales, ce n'est pas tout à fait les mêmes besoins que maïs, soya. Fait que ça va nous permettre d'avoir des rendements équilibrés de rentabilité année après année sur la ferme. Ça va nous permettre de faciliter la gestion des mauvaises herbes. Notre optique là-dessus, c'est quand on est maïs, soya, souvent on vient avec des problèmes de résistance avec les groupes 2 qui reviennent trop souvent dans les rotations. Quand on passe avec une céréale, mais c'est beaucoup plus facile de couper ces cycles-là parce que les produits sont carrément dans d'autres zones. Puis en même temps, de faire une culture en 7 pouces, nous autres, ça nous a énormément aidé. Là, on avait des gros problèmes de prêle avant. Puis depuis qu'on fait beaucoup de culture en 7 pouces, la prêle est pratiquement disparue de sa ferme. Là, on n'a plus de problème avec ça. Gestion des travaux au champ, des céréales, ça va nous permettre de faire tous les travaux lourds, épandage de fumier de poulet, épandage de chaux, les sous-solaves de réparation, les nivellements, tout dans les périodes idéales pour faire ça là, quand il fait soleil et que le sol est sec. Fait qu'en bout de ligne, ce qu'on veut, nous autres, c'est ça. Puis ça vient aussi, la céréale, une culture idéale là, pour implanter les couverts. Fait que quand on a commencé à dire, on a toujours fait un peu de céréales, mais jamais sur une rotation là, vraiment 1-1-1. Avant de se lancer en céréales, on s'est dit, qu'est-ce que ça va prendre à nos céréales pour au moins être à peu près aussi rentable que notre maïs?
Fait que ce qu'on a fait comme comparable, on a pris notre moyenne à la financière des 15 dernières années. Ça nous donne un petit peu plus qu'11 tonnes et demie à l'hectare chez nous, de moyenne. On a mis un prix moyen de 210$ la tonne pour le maïs. Je ne sais pas si je suis mieux de pointer, mais j'imagine les petits ronds que vous voyez là, c'est les systèmes. Ça vaut pas pire, ça. 11 tonnes et demie à 210$ la tonne, ça nous donne une marge variable, là, sur les coûts variables, de 1240$ l'hectare environ. Fait qu'on s'est reporté au niveau de notre blé. On s'est dit, comment ça nous prend de blé pour accoter ça? Fait qu'on a mis le prix du blé 20$ de mieux que le prix du maïs. On a rajouté notre prime, là, étant donné qu'on fait de la semence de 50$ la tonne. Puis on a tenu compte dans notre calcul, la littérature nous donnait entre 1 et 2 tonnes de gain de maïs derrière une céréale. Fait que pour faire notre calcul, on a mis 1,25 tonne de gain de rendement de maïs qu'on est allé attribuer dans notre coût de production pour égaliser les deux cultures en tenant compte des gains que le maïs va avoir, dans le fond, c'est par rapport au blé. Fait qu'on a mis ça dans le système. Ce qui fait que pour arriver autour de 1240 $ à peu près 1230$ l'hectare, ça nous prenait un rendement de 5,5 tonnes de blé. En résumé, chez nous, 5,5 tonnes, ça équivaut à 11,5 tonnes de maïs. Fait qu'on s'est dit, tant qu'à viser des rendements de 5,5 tonnes, c'est quand même des très, très bons rendements au niveau du blé de printemps, mais pourquoi pas aller vers le blé d'hiver? C'est de là que c'est parti l'idée. Premièrement, du blé d'hiver, c'est 30% plus performant au niveau du rendement. Ça devient un couvert de 16 mois, un couvert végétal vivant de 16 mois, surtout si en plus on est allé implanter un trèfle dedans. Les gains de rendement, je viens d'en parler tantôt, 1000 à 1500 kg au niveau du maïs l'année suivante. Fait qu'au bout de la ligne, dans notre objectif d'avoir une terre en friche puis d'utiliser des couverts, bien, ça devient pour nous autres un couvert qui peut être payant pour l'entreprise en même temps. On récolte un couvert, puis en plus, on a du trèfle dedans. Ça devient payant. Puis, bien, le blé d'hiver, une fenêtre encore plus intéressante pour les fameux couverts qui vont suivre par après, bien, ça se récolte un mois plus tôt qu'un blé de printemps. Fait qu'on parle encore d'étalement des travaux. Fait que c'est intéressant pour nous autres. Nos premiers essais en 2001, une terre fraîchement nivelée, tout aménagée, les avaloirs faites, on a semé en fin d'automne, au début octobre à peu près. Faire une histoire courte, printemps 2012, il n'y avait plus rien dans le champ, tout à mort. Sauf à peu près un 10% qui était super beau. Puis déjà à l'époque, on avait remarqué que où est-ce que le 10% du fameux champ était passé l'hiver? C'était une haie brise-vent qui était en bout de champ, en L. Ça a fait carrément une pointe de tape. Le seul 10% qu'on a sauvé, c'était là. Fait que ça a cheminé dans notre tête. Ça va un peu aller avec tout ce qui vient au niveau de la présentation quand on parle de faire un couvert là, végétal pour tenir la neige, là, pour protéger le fameux blé. Là, les doutes s'installent. Quand tu te plantes comme ça et tu récoltes pas grand-chose, bien là, tu te fais dire par certains, bien, tu sais, faire du blé d'hiver, ça arrive sud, ça n'a pas beaucoup d'avenir. Il y a même des agronomes qui nous l'ont dit. Il y a de moins en moins de neige. Aujourd'hui, avec les changements climatiques, c'est toujours de la pluie qui nous tombe dessus. Ça fait de la glace, ça va pas bien. Certains agriculteurs qui en avaient déjà essayé dans les années avant nous disaient « on a essayé ça, on se pète les bretelles un an, l'année suivante, on n'a plus rien ». Pas moyen d'avoir des résultats stables année après année dans ce modèle de culture-là. Mais nous autres, on avait quand même l'intention de rentrer des céréales dans le système, c'est notre vision. Fait qu'on s'est dit, il n'y a aucun moyen, il n'y a aucune raison, avec nos aménagements, nos têtes à niveler, des pentes, des planches qui ne sont pas larges, d'un arpent et demi maximum. On avait déjà pensé à ça quand on a fait notre nivellement. Fait qu'on a des raies de curage à tous les arpents et demi. On a une bonne infiltration de l'eau, on a du bon drainage. On s'est dit, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas capable de passer au travers, d'être capable de faire du blé d'hiver. Fait qu'on a continué tout en maintenant du blé de printemps à côté pour se faire la main. Puis en même temps, on s'est dit, regarde, les céréales, il ne faut pas juste faire 20 hectares, 40 hectares dans un coin. Il faut vraiment s'en occuper autant qu'on va mettre de l'énergie à fignoler notre coût de production puis notre production de maïs puis de soya sur la ferme. Fait que dans le fond, ce qu'on voulait, c'était de devenir là, vraiment des producteurs de céréales. Si spécialisés en tout cas. Fait qu'au cours des années d'après, on a continué d'apprivoiser le fameux blé d'hiver tout en faisant du blé de printemps sur des petites surfaces pour se faire la main. C'est certain qu'au début, là, tout le côté logistique, être en train de récolter, avoir un setup de récolte pendant que tu entretiens un setup de semis en même temps, c'est un exercice qu'il faut développer puis de rentrer ça dans le système de la ferme pour être organisé pour le faire. Parce que souvent, ça prend tout récolter. Si en plus, tu es en train de semer en même temps, il faut que tout se fasse en même temps. Il y a aussi tout le côté printemps. Je vais avoir un petit tableau qui est un peu plus explicatif, un petit peu plus loin. Là. Tout le côté printemps, tu es accaparé par ton maïs et ton soya.
Puis pendant ce temps-là, tu as du blé d'hiver qui a le feu derrière qui est parti. Il faut que tu t'en occupes. Si tu passes en pick-up, tu dis à l'air beau, il est vert. 3/4 du temps, tu passes à côté de traitements qui sont assez importants pour aller chercher le maximum du potentiel de ce fameux blé-là. Fait qu'avec le temps, on a développé une façon de faire, c'est qu'il faut vraiment passer au champ au moins 1 à 2 fois par semaine, puis pas juste en pick-up, il faut débarquer pour aller prendre les stades, parce que c'est vraiment pas évident d'intervenir au bon moment, puis c'est là que c'est important d'intervenir. Quand c'est le temps, il faut être là, il ne faut pas être ailleurs. Les résultats ont été assez impressionnants. On s'est ramassé avec des résultats de 3 années et demie à 4 de réussite à tous les 5 ans. Fait qu'on est à peu près autour de 8 années sur 10 qu'on réussissait notre blé. Ce qu'on a remarqué aussi, c'est qu'au niveau de la qualité du grain, pratiquement jamais de maladie au niveau des grains. Je pense que ça s'explique beaucoup parce que le blé d'hiver fleurit 1 mois avant les blés de printemps. Il est beaucoup moins exposé à toutes les périodes canicules humides du mois de juillet. Nous autres, on sort ça du champ là, dès que c'est en bas de 20, même si c'est des contrats de semences, on réussit très bien nos pourcentages de germination. Dès que ça arrive en bas de 20, Gertrude rentre dans le champ et on ramasse le stock tout de suite, le sortir de là. On a pu vérifier aussi le fameux levier pour la culture du maïs. C'est plus qu'une tonne et quart de ce que j'ai mis dans mon calcul de coût de production de départ. On a vu des années à 2 tonnes de mieux dans le maïs, des années à 2 tonnes et demie. Nos meilleurs rendements de maïs des 5 dernières années se sont tous réalisés derrière un blé dans lequel il y avait eu du trèfle. Fait que dans le fond, l'effet levier est extrêmement intéressant pour le maïs l'année suivante. Puis on a quand même pu valider que c'était vraiment une bonne fenêtre pour... Ça te donne 1 mois de plus pour faire des couverts végétales. Fait que c'est gagnant là, à tous les niveaux. À partir de 2010, là, on a commencé à dire, là, ça fait assez longtemps qu'on pratique, là, on va viser plus haut que ça. On va arrêter de penser de semer du blé en se disant « Ah, ça pointe des pieds, ah, je vais juste mettre de la semence, j'en mettrai pas trop parce que ça coûte trop cher, je vais faire attention aussi parce qu'au cas où que ça ne passe pas l'hiver. » On a dit on met le pied dans le fond, puis on intervient au niveau du blé comme si c'était gagnant-gagnant année après année. Fait qu'on a commencé à utiliser un petit démarreur à l'automne pour le faire décoller. Vous allez voir les détails un petit peu plus loin. On s'est occupé de travailler sa population, puis surtout se concentrer à le placer à une bonne profondeur, c'est important. Parce que plus que le blé fait de racines l'automne, plus vous allez avoir de la masse de racines. Au printemps suivant, il va avoir encore plus d'énergie pour passer au travers des fameux gels qui nous arrivent bizarres là, au début d'avril, des -10 des fois. Là. Si le blé est bien vivant et il y a du jus, il va passer au travers de ça. Juste les bouts de feuilles qui vont brûler, puis il va continuer. S'il manque de gaz et il n'y a pas d'énergie, il va péter là. Il va péter aux frettes. On a commencé à fractionner la fertilisation. On a fait des essais avec des régulateurs de croissance, des raccourcisseurs de paille. Puis on a utilisé aussi des fongicides dans le système. Ça, ce n'est pas une recette miracle, c'est juste un résumé des interventions pour les énumérer, là, coller une à l'autre. À l'automne, on va mettre un petit 200 kg d'un petit démarreur, là, juste pour partir le stock. Le semis, chez nous, on est rendu autour du 18 septembre. On va semer 2 à 4 cm de profond, j'ai mis trop, là, mais on essaie de se tenir là, autour d'un pouce et quart, on se tient là-dedans. On a déjà semé du blé d'hiver jusqu'au 15 octobre. On l'a toujours réussi. Sauf que ce qu'on a appris, c'est que plus on sème notre blé d'hiver tard, plus le rendement potentiel de ce blé-là va se rapprocher d'un potentiel de blé de printemps. Parce que tu vas avoir fait moins de racines. Fait qu'on était longtemps à en semer autour du 25 septembre parce qu'on avait toujours peur que le blé vienne trop long puis qu'en étant trop long, il s'écrase puis il prend une maladie du printemps puis qu'il se comme auto-bactérie, il vient comme qu'il est pourri sur le champ et il ne revient pas. On a longtemps roulé là-dedans. Puis à un moment donné, on a essayé de semer encore plus tôt pour voir. Puis on a eu des bons résultats. Fait que présentement, chez nous, la fenêtre qu'on a trouvée, c'est autour du 18 septembre. Puis on trouve que c'est une belle date. Là, ça a l'air à combler. Là, par les résultats qu'on a, je pense que c'est pas mal bon. Bon, ça va vite là, quand ça décolle au printemps. Là, le 32, je vais expliquer un peu pourquoi après, là, mais on va partir tout de suite avec un 100 litres à l'hectare de 32. On met de l'agrotin pour pas que ça s'évapore. Ça, c'est le 30 avril. Déjà là, le 10 mai, on est en train d'arroser au MCPA. Là. On a des contrats de semences. On pourrait se contenter de ne pas en mettre d'herbicide, mais étant donné qu'on a des contrats de semences, il faut faire attention aux radis sauvages. Fait qu'il faut vraiment mettre un herbicide. Vous voyez comment ça roule. Là. Le 10 mai, je suis en train d'arroser. Le 12 mai, je suis en train de mettre du régulateur de croissance. Puis le 14 mai, je suis en train de remettre de l'azote. Le blé est déjà rendu entre 2 et 3 nœuds. 10, 12, 14. Quand je vous parlais de fenêtre d'exécution au champ, dans ces dates-là, en général, on est tous dans le champ concentrés sur notre soya, sur notre maïs. Mais pendant ce temps-là, là, on a un petit bébé qui attend après nous autres. Si on n'y va pas, il boit 4 heures, lui, fait que si tu n'y as pas été, là, ça ne marchera pas. Il va manquer quelque chose dans le fond du système à la fin.
Puis ben, le 4 juin, là, ça va arriver. Nous autres, on met un fongicide foliaire maintenant pour le feuillage. On a des gains de rendement avec c'est du Stratego, juste pour faire la publicité, mais au niveau maladie, grain, on n'a pas de problème. Mais on a des gains de rendement quand on met un Stratego pour protéger le feuillage. Puis on rajoute une petite shot d'azote avec ça, là, à l'européenne, là, dissous là, dans le pulvérisateur. L'azote, on travaille avec du 32. Premièrement, du 32 pur. Premièrement, c'est économique. Deuxièmement, c'est facile à travailler. Troisièmement, on n'a pas eu besoin de s'acheter d'autres équipements pour étendre. On avait déjà le pulvérisateur, on a déjà un ordinateur. Fait qu'on est capable d'agir avec précision. Le pulvérisateur, il y a juste 60 pieds de large, c'est rien d'extravagant. Sauf que c'est toutes les mêmes traces, autant les fongicides, herbicides, azote. La seule chose qu'il faut faire attention, on ne le voit pas bien, là, je le vois peut-être mieux sur mon ordinateur que là. Il faut vraiment utiliser des jets que j'appelle des jets Trion, là, des jets à 3 trous, sans brume. Sans ça, on va brûler le blé. Mais avec des jets 3 trous en drop, là, ça fait 5 ans qu'on fait ça, puis il n'y a aucun problème de brûlure, c'est efficace. Sauf qu'on n'y ira pas, on va y aller toujours avant que la feuille étendard sorte. Pour ne pas picoter la feuille étendard pour maganer notre capteur solaire là, naturel. C'est la feuille étendard, dans le fond, qui fait le rendement, c'est à la fin. Fait qu'on va tout faire ça avant que la feuille étendard sorte. Avec les années, ça va arriver souvent qu'on va avoir des zones au niveau de notre blé où est-ce qu'il n'y a pas aussi bien passé l'hiver, des zones clairottes. Le détruire pour semer d'autres blés de printemps là-dedans, ça ne vaut pas la peine parce que le blé d'automne qu'il y a déjà là, il a déjà plus de capacité en nouveau rendement. Ce qu'on a développé, nous autres, chez nous, c'est qu'on cherche une façon, on a besoin de ne pas fourrager, faire nos couverts végétaux. Fait que ce qu'on a fait, quand on a des zones de blé qui ne sont pas belles, on le délimite, on part avec le semoir, puis on va semer des pois fourragés au travers du blé. Premièrement, ça marche avec les mêmes herbicides. Deuxièmement, ce qu'on a réalisé, c'est que quand on vient en bout de sortir une tonne à l'hectare de pois fourragés dans cette zone qui n'est pas belle-là, des pois fourragés, on vend ça facilement, 650-700 $, la tonne. Fait qu'une tonne de pois fourragés, là, ça représente 2,5 tonnes de blé à 280 $. Fait que ce qui nous permet de mentionner que quand on a un rond qu'on pense d'avoir à peu près juste 3 tonnes et demi qui a l'air lettre, quand on rentre des pois fourragés au travers de ça, bien, je vais chercher 2,5 tonnes de blé théorique par-dessus en valeur poids. Fait que j'ai atteint encore mon objectif de 5,5 tonnes, 6 tonnes à l'hectare de rendement que je vous parlais au départ. Fait que ça vient rentabiliser, les zones sont un peu moins belles. Ça a l'air de ça en saison, ça c'était juste pour l'illustrer. Les pois poussent au travers d'une zone de blé qui est un petit peu moins belle. On va endainer ça, on va le cribler, on va sortir les pois pour les revendre, puis on va donner le blé aux cochons pour la nourriture des cochons. C'est venu ça après l'année 2012. En 2012, on avait 33 hectares de blé. On avait quand même sorti 165 tonnes de blé là-dedans, ce qui donnait un rendement de 4,9 tonnes à l'hectare, quand même une marge de 156 $ de moins que ma valeur de référence de mon maïs. Mais c'était le problème de cette année-là, c'est qu'on avait du super beau blé puis beaucoup de trous. Fait qu'en 2013, la même condition est arrivée. On avait 28 hectares de blé, mais on est allé sortir 6,5 tonnes de pois dans nos coraux qui est un petit peu moins beau. Fait qu'en théorie, ça m'a ramené comme une valeur de 15 tonnes de blé dans mon système. Fait qu'au lieu d'avoir 162 tonnes pour mes 28 hectares, on en avait 177 en considérant les 15 tonnes théoriques de mes pois. Fait que ça m'a emmené une marge positive, un rendement théorique de 6 tonnes et quart de blé, avec une marge positive sur mon maïs de 181 $ l'hectare. Fait que depuis ce temps-là, on a tout le temps des pois dans l'entrepôt. Puis à chaque printemps que ça décolle, s'il y a des plaques comme ça, on va aller tout patcher les plaques en pois fourragés. C'est facile à vendre. Je ne fournis pas de fournir les gars, mes chums alentours puis les gars de bio courent tout après moi pour avoir de la semence de pois de fourragés là-dessus. Ça, c'est pour faire une histoire courte, c'est la moyenne des 5 dernières années. 4,9 tonnes en 2012 pour une marge positive de 246 $ face à notre maïs. 2013, 6 tonnes et quart, avec une marge positive de 707 $ par rapport à notre maïs, toujours à 11 tonnes et demi. 2014, c'était probablement la pire année qu'on a eue dans le blé d'hiver des 15 dernières. Tout a pété. On avait peut-être 40 hectares. Là, je l'ai gardé quand même pour le calcul. On en avait gardé seulement 3,4 hectares pour juste voir si c'était aussi lettre qu'on pensait. C'était réellement lettre, là. Fait qu'on a sorti 3 tonnes et quart à l'hectare, mais je le mets quand même dans mon calcul de marge moyenne. C'est sûr que je n'ai pas perdu 606 $ sur les 50 hectares. Là. Je l'ai perdu juste sur 3,4, mais je l'ai laissé là quand même pour le bien-être du calcul total. 2015, on avait 51,5 hectares. On a sorti 6 tonnes, 68 pour une marge de 686 $ d'avantage sur notre maïs. Puis en 2016, on a sorti 6 tonnes, 6 l'hectare
pour une marge de 286$ versus notre maïs. Fait que dans les 5 dernières années, même si je ne sors pas la 2014 dans le système, on a un avantage de 263$ l'hectare sur 5 ans de moyenne. Ce qui nous fait dire que quand on réussit notre blé 3 années et demie, 4 années, le blé d'hiver sur 5, on est en business, on est au moins égal à notre maïs. C'est certain que quand on détruit complètement, ce que ça nous coûte, c'est le coût de semence qui est assez astronomique au niveau du blé, là. Ça nous coûte pas loin de 300$ l'hectare de semences. Fait qu'on se dit, cette année-là, c'est un couvert végétal. Tu sais, souvent, les couverts végétaux qu'on va faire, ça coûte 100$. Mais là, c'est un couvert végétal, mettons, tu t'es payé un beau trip. Tu avais un couvert végétal, il a coûté 300$. Tu passes par-dessus ton orgueil, tu ressèmes d'autres choses, puis tu sais que des 4-5 prochaines années, tu devrais être capable de te reprendre. C'est comme ça qu'on le voit, ça ferme chez nous. On est arrivé à ça, on s'est dit, moi et mon frère, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? On est 8 en 10, qu'est-ce qu'on peut faire pour être capable de réussir 10 années sur 10, tout le temps de réussir notre blé sans jamais se tromper? Fait qu'on avait eu un accident, frérot, puis moi, on a eu une idée. À un moment donné, on s'est dit, on va essayer une clôture végétale. On avait déjà pensé à une clôture à neige quasiment mécanique, là, comme les clôtures à neige en bas. C'était l'enfer. Quand ça met ça, installer ça, ça va être ben trop long, ça ne marche pas. Parce que dans les années qu'on a eu des problèmes, c'est tout le temps des problèmes d'accumulation de neige. On a quand même un petit peu plus de neige dans notre secteur, sauf qu'on se dit, le peu qui tombe, si on est capable de le garder dans notre champ, bien, c'est déjà ça de gagner. Fait qu'on s'est dit, on va essayer ça. Une clôture végétale de lin. L'objectif premier, c'est de capter de la neige. Là, ça va tout s'enchaîner. Là. Ce qu'on veut, c'est une meilleure survie globale de la population. On vise un meilleur rendement, c'est certain. Une meilleure protection du blé qui est en dessous. Ce que ça fait, pourquoi qu'on a pris du lin? Parce qu'on en avait fait pour le grain déjà, puis on a réalisé qu'une tige de lin, c'est comme une brasse d'acier. C'est pas comme de l'avoine qui va se coucher par la neige. Il va vraiment rester debout. Fait que ça va rester debout. Puis ce qui arrive, c'est ce qu'on a validé l'année passée quand il y a eu les grosses pluies de l'hiver. Ça a fait une couche de glace. Mais vis-à-vis les bandes de lin, ça a fait quasiment comme un joint de styrofoam dans du ciment, un genre de joint d'expansion. Puis même s'il fait soleil et il fait moins 10, les tiges se réchauffent, puis ça fond tout alentour de la tige jusque dans le fond. Fait que ton sol respire, c'est comme si tu étais promené avec une drill et tu avais fait des rangées à toutes les 30 pouces dans ton champ. Fait que c'est ça qu'on pense que ça donne. Ça, c'est notre évaluation. Il n'y a rien de... Il n'y a pas de toilette qui a évalué ça. C'est juste 2 farmers qui ont essayé ça. Là. Ça ferme pour voir ce que ça donne. C'est les résultats que je vais vous montrer. Là. Il n'y a pas eu de thèse là, de doctorat qui ont été faites là-dessus. Là, on est à peu près le 20 septembre. On est en train de semer dans du lin qui était semé dans la première semaine d'août. On s'essaye de rentrer au travail sans trop le toucher. On l'accroche un petit peu, mais il se relève les oreilles. Là, puis une coupe là, un peu après, regardez, le blé est en train de pousser. Le lin commence déjà à fleurir. Mais il n'y a pas de danger, il n'y a pas le temps de faire de semences, le lin. Fait qu'il n'est pas dangereux pour contaminer là, mes champs de semences. Ça, c'est ce que ça a l'air au mois d'octobre. Je suis en train de prendre des analyses de sol, mais en dessous de ça, là, il y a du blé. À l'hiver, ça a l'air un champ à l'abandon qui ressemble à ça. Un champ qui n'a pas été récolté. Là, on ne sait pas pourquoi. Le gars, il a manqué son coup. Mais tout l'hiver passé, un petit peu à droite, là, on a un témoin à gauche, puis on a un témoin à droite sans couvert végétal de lin. Tout l'hiver passé, on a pris des lectures à chaque fois qu'il y avait de la neige. On avait tout le temps 2 fois plus de neige dans le lin versus où est-ce qu'il n'y en avait pas. Ça, c'est un trip, là. L'hiver passé, à un moment donné, la neige, ça avait fondu beaucoup, là, autour du début de mars. Je suis parti avec un pic à glace, une drill à percussion, puis une masse. J'ai été me chercher 2 blocs de blé en dessous de la neige qui restait là. On a rentré ça dans le garage, on a lavé les racines, on a fait dégeler ça, puis on a mis ça dans un linge humide. Une dizaine de jours après, on était capable de voir les nouvelles radicelles de blé qui étaient après se porter sur les racines. Fait qu'on s'était dit, bien, au moins notre blé a passé l'hiver. On ne sait pas s'il va passer le printemps, mais il est passé l'hiver. Au printemps, dès qu'on voit que le blé, il veut partir, on sort le 4 roues, une rampe de 20 pieds avec un petit de laine. À cette heure, on a un petit GPS. On met nos mitaines, notre tuque, puis on sème du trèfle qui va se semer juste par vasage, par l'effet gel-dégel, là, qui va nous apporter à peu près 70 unités d'azote pour la partie aérienne que mon agronome de club m'a calculé. Là, on est le 26 avril. Là, quand il a l'air de ça, puis les oreilles en l'air, il est comme un chevreuil qui t'a vu, il est parti, attache ta tuque, là. Tu ne le retrouveras plus. Si tu ne vas pas le voir, là, lui, toi, tu vas l'oublier, mais lui, tu n'oublieras pas, il va passer, il est parti, il y a le feu derrière. Là. Ça a l'air de ça quand ça décolle au printemps. Tu sais, ça va vite, regarde, on est rendu au 4 juin. J'en avais 50 hectares là, des 2 bords de la route, là, ça fait quand même des... Moi, je trouve que ça fait des belles photos, là. Mais ça a fait du beau rendement aussi un petit peu plus tard. Là.
Là-dedans, il y a 600 à 800 épis au mètre carré qu'on va récolter. Là, j'étais avec Gertrude, je suis arrêté en plein milieu du champ. Vous voyez le bout du ril, là, je suis arrêté. Ce que vous voyez là, ça, c'est le blé qui est poussé au travers de mon couvert de lin. À part la traîne de chevaux puis la traîne de 4 roues, il n'y avait aucune plaque, aucun trou dans ce blé-là. Les pesées que vous allez voir tantôt, là, ça va être les pesées de ce côté-là qui avaient des rendements. Là, on a piqué entre 7 et 8 tonnes et demie d'un bout à l'autre du champ. Là. Pas des pics de capteurs, là, mais vraiment des pesées officielles. Je vais vous les montrer tantôt. Là, je suis de l'autre côté de la batteuse, dans la zone témoin, à même endroit. C'est sûr que j'ai choisi mon spot. J'ai choisi un spot pour faire la photo qui avait vraiment plus de plaques. Ça va arriver régulièrement qu'un blé d'automne va ressembler à ça quand il n'y a pas de protection. Il va avoir des zones un peu plus clairottes. Mais ça, là, c'est côte à côte. Là. Fait qu'à gauche, c'est du 8 tonnes, puis ce côté-là, c'est du 5 tonnes et demi. Puis je ne sais pas si vous voyez bien, là, au fond, là, il y a une zone qui n'en a plus de verre. Ça, c'est exactement où la clôture de lin recommence. Même précédent culturel, même drainage, même type de sol, tout pareil. La seule différence, c'est notre clôture de lin. Ce que ça coûte pas grand-chose pour ce que ça donne. Là. Au niveau de la semence, ça coûte 21,34 l'hectare en 30 pouces. Ce que ça nous coûte un petit peu plus cher, nous autres, c'est parce que vu qu'on est en semence, il repousse des graminées, on ne veut pas que ça graine, on va mettre un post là-dedans, ça va faire monter le coût à 75$. Là. Mais si je serais en blé d'alimentation animale, pas en semence, j'oublierais l'herbicide puis je laisserais aller ça comme ça pour 22$ l'hectare. Ça, essayez pas de voir les chiffres, c'est juste pour argumenter la présentation. On a un capteur de rendement, il est calibré, on le fait évaluer régulièrement. Mais quand on fait des pesées à la ferme d'essai, de n'importe quoi, j'appelle mon représentant puis je lui demande s'il peut venir faire un tour avec sa balance, la balance officielle, pour vraiment peser, pas partir de légende rurale pour rien. Toutes les pesées que vous allez voir par la suite, c'est toutes des pesées qui ont été faites là, avec le capteur de rendement, mais tout le temps en background, là, des pesées officielles de mon représentant qui est venu m'aider à faire mes pesées. Du blé d'hiver qui a une belle population puis qui est là. Ça, c'est des tests d'azote qu'on a faits. Il ne faut pas accorder trop d'importance aux quantités parce que c'était ma première année. Ça va me prendre au moins 2-3 ans avant d'évaluer des résultats. Là. Mais ce que je veux vous reteniez comme... Ça, c'est des rendements d'un bout à l'autre du champ. 7,2 tonnes, 7,9, 7,6, 7,7, 8,1, 8,3, 7,9, 8,2, 8,2, 8. T'sais, on est tous dans le 7 tonnes et demi à l'hectare pratiquement jusqu'à 8 tonnes, 8 tonnes et demi. On ne parle pas de 5 tonnes. Là. Du blé d'automne là, qui est à plomb, qui est là, on réalise de plus en plus qu'on est assis sur une bombe qu'on ne connaît pas, puis qu'il y a du potentiel énorme si on sait travailler avec ça. Ça, c'est des tests de régulateurs qu'on a faits. Ça fait 2 ans qu'on utilise des régulateurs, pas pour des problèmes de verse, c'est plus parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait un gain de rendement. Tu sais, vous le voyez, là, on avait juste 2 tests de régulateurs où il y a du lin, 8 tonnes, 7 tonnes, 9. Puis tous les autres tests de régulateurs qu'il y a là, c'est dans le blé qui est de l'autre côté de la route, où est-ce qu'il n'y a pas de couvert de lin. Tu sais, c'est quand même des bons rendements. Là. On parle de 6 tonnes, 6 tonnes 2, 5 tonnes 9, 5... mais on est loin du 8 tonnes. Fait que la clôture est là, l'effet clôture est là, puis régulièrement, un régulateur de croissance, tout le temps, on n'a jamais vu l'inverse, c'est tout le temps bien proche de 350 kg à l'hectare de gain de rendement. Là, il y a bien des gens qui me disent que Paul, tu te pètes les bretelles avec le blé en 2016, c'est une année exceptionnelle, c'est une année exceptionnelle. Mais en 2015, personne n'en a parlé, mais on avait encore des rendements excellent, 7,9, 7,6. Un peu plus bas ici, 5,9, 6,4, 7, 7,2, 7,5, 6,4, 7,8, 6,9. Fait qu'en fait, 2016, c'est une année excellente, mais 8 de mieux. Fait qu'on se dit, bien, on est sur la bonne voie là, pour bien réussir le blé d'hiver. Notre prochain objectif, c'est 10 tonnes à l'hectare. Ça, ma mère a gagné un prix provincial en 84 dans le maïs grain avec 8 tonnes, 9. Ça, c'est en 84. Là, on parle d'un rendement plus haut qu'un rendement de maïs qu'on avait il y a 20 ans. Au début, c'était un running gag entre moi et mon gars d'R&D chez AgroCentre qui me suit dans le blé. J'avais dit, Stéphane, attache ta tuque, on paye sur le gaz, puis on s'en va à 10 tonnes, mais je le disais en joke, sans penser que je pourrais peut-être me rendre là. Mais avec les années, au fur et à mesure que nos rendements montent, on est rendu qu'on se dit, peut-être que je vais me planter aussi, mais on se dit comme objectif, c'est ce qu'on vise pas atteindre pour les 3 prochaines années. Pas en moyenne de champ, ça, vous conviendrez qu'on n'arrivera pas là tout de suite, là. Mais des strips, comme on a vu tantôt, à 8, 8,4, là, bien, on s'est dit, bien, regarde, d'ici 3 ans, on devrait être capable de pogner des strips à 10 tonnes l'hectare. Comment? Bien, je vais mettre un peu de pression sur mon fournisseur de semences. Il m'a promis une nouvelle variété cette année qui est supposée d'être 10 plus performante. Fait que je me dis, il doit avoir raison, je vais l'utiliser, 10 de mieux. Puis, on va aussi travailler au niveau là,
du taux de semis. Je vais essayer de vous expliquer ce qu'on a observé, là. Présentement, chez nous, mettons, on a pris des calculs en 2015-2016. En gros, là, nos populations d'épis à la récolte, c'est entre 600 et 800 grains, 800 épis, excusez, par mètre carré. Ce qu'on a réalisé, on se vante souvent que notre blé est allé, il est allé 2 fois, il est allé 3 fois, il est allé 4 fois. Ce qu'on a réalisé, là, c'est que les épimètres, souvent, sont plus gros. 32 à peu près en moyenne dans cette variété-là, les plus gros. Les deuxièmes tales, on va jouer dans le 24-28 grains. Souvent, nos épis de troisième tale, c'est la plante un petit bit plus court, puis l'épi, il y a juste 18 grains. Fait, ce qui fait que, exemple, en 2016, quand on avait 600 épis au mètre carré, on avait 300 épimètres qui nous donnaient 9600 grains, 200 de deuxième tale qui nous donnent 5200 grains, puis une centaine qui nous donne 1800 grains au total. Ce qui fait que mes 600 épis me donnent 16 600 grains au mètre carré. Nous autres, on s'est dit, pour empêcher ce qu'on a notre objectif, c'était d'enlever la fameuse troisième tale. Fait qu'on a fait un calcul de farmer, puis on s'est dit, on va semer 500 grains au mètre carré, c'est comme rien, il n'en fera pas 3 tales, il va en faire pas plus que 2, il va arrêter là. Fait qu'on a semé 500 grains au mètre carré, on a augmenté notre taux de semence pour y arriver. Puis mon agronome de club est allé faire des tests là, en octobre, elle arrivait avec 440 plants viables au champ. Fait qu'on a reporté ça pour le printemps 2016, on s'est dit, mais on va peut-être en parler encore un petit peu. Fait qu'on s'est dit, dans les 600 épis au mètre carré, en supposant qu'on en aurait 380 mètres qui nous donneraient autour de 12 000 grains, avec 220 de deuxième tale qui nous donnerait pas loin de 5 700 grains, bien, on pourrait se ramasser avec un calcul théorique autour de 7 800 grains au mètre carré, ce qui ferait une augmentation de potentiel de rendement de 7 un peu plus. C'est ça qu'on va essayer de valider là, en 2017. Si le calcul de Farmer va se réaliser, là, on va essayer de le suivre le plus possible. On va faire des comptes, essayer de voir si on a vraiment éliminé notre troisième tale, c'est l'objectif, pour essayer de se rapprocher le plus possible là, du fameux 10 tonnes. Bon, j'arrive pas mal à la fin. Les secrets, en gros, du blé d'hiver, chez nous, premièrement, bien, ça prend un sol qui est prêt. Un sol qui est bien drainé, nivelé, pas trop large pour être sûr que vous n'avez jamais de problème de glace et d'eau qui s'accumule. Puis ça prend un sol qui a une bonne infiltration. En deuxième, on pourrait dire que le bon semis à bonne profondeur, ça c'est important. Prendre le temps de faire les choses là, tout à la coche au niveau de ça. Faire la bonne population, je pense que je viens de vous en démontrer un petit exercice là, juste avant, d'avoir la bonne population la plus optimale pour aller chercher le maximum. Protection hivernale, si le résultat est encore bon en 2017, c'est certain qu'on peut réussir du blé d'hiver sans protection hivernale. Là. Ça fait 15 ans qu'on en fait, sauf que si on veut passer à l'étape 2, puis être tout le temps dans mai, tout le temps en production, avoir encore plus de chances d'être 10 en 10, bien, si on réussit notre essai en 2017, c'est certain qu'on va changer notre système de culture pour être bien sûr d'être capable de tout le temps avoir un couvert végétal qui va protéger notre blé. Ça prend un suivi extrêmement serré des cultures. Je pense que ça le prend aussi pour du soya, pour du maïs aussi. Mais je pense que pour le blé, c'est vraiment l'image que j'ai tout le temps retenue. C'est comme un petit bébé qui boit 4 heures. J'ai l'impression qu'il faut y aller encore plus précisément puis plus souvent au niveau du blé. Fait qu'il faut être là. Il faut être capable. Si on n'a pas le temps, il faut trouver quelqu'un qui va s'en occuper. Puis ça prend quelqu'un qui est prêt à intervenir tout le temps, qui est prêt à lâcher le semoir à maïs ou l'autre semoir pour aller s'occuper de ce bébé-là qui pousse. Parce que s'il n'a pas sa nourriture, il va avoir du blé quand même, mais on n'aura pas le potentiel maximal. Puis, bien, fractionner. Les fertilisations fractionnées chez nous, c'est intéressant. C'est quelque chose qu'on continue puis qu'on pense qu'il y a beaucoup de... C'est une bonne façon de fertiliser le blé sans trop faire de pertes puis d'y donner l'azote quand il en a réellement besoin pour ne pas se ramasser avec un blé qui est surfertilisé au départ qui va avoir tendance à venir trop long parce que coucher à terre va avoir des problèmes qui vont s'attacher à ça ou de maladies. Fait que c'est important de mettre l'azote au fur et à mesure qu'il progresse pour être à la coche, là. Fait que ça termine ma présentation. En tout cas, je vous remercie d'avoir été ici, d'avoir écouté attentivement. Si vous avez des questions, bien, ça va me faire plaisir d'y répondre. Merci. Est-ce qu'il y aura des questions pour Paul? Vous vous nommez, puis une question concise. Oui, Christian Champigny. J'aurais 2 questions. La première, qu'est-ce qui te fait croire qu'en semant plus fort, tu n'auras pas de troisième talage? C'est ce qu'on veut. On pense que par la population qui va être là, étant donné qu'il n'y aura pas autant d'espace, ce qu'on pense, c'est qu'il va vraiment... tu sais, souvent, si le blé clairote, là, il va tailler encore plus. Fait qu'on s'est dit, si on le met plus serré,
en se sentant plus coincé, mais on pense qu'il va donner son énergie plus à son plan maître et à son deuxième. Je l'ai parlé avec mes agronomes alentours, puis oui, ça peut, mais on ne le sait pas. Ça, ce qu'on veut valider, c'est qu'il ne faut pas qu'on s'attire un autre problème non plus, qu'on se ramasse encore avec des totales, puis une population trop forte pour encore empirer le problème des maladies de feuillage. C'est ce qu'on va essayer de valider. Mais c'était ça l'exercice de départ. Je n'ai pas de données précises, c'est vraiment de l'évaluer qu'on essaye de faire. C'est ce qu'on veut faire. L'autre question, pour semer au 18 septembre, tu fais ça après quelle culture? Ton blé de printemps? Non, nous autres, c'est des pois de conserverie. Le fameux 8 de pois de conserverie que vous avez vu tantôt, là. C'est ça qui nous donne cette fenêtre-là, parce qu'on a une partie, on a 28 hectares cette année, 30 hectares qui est semé de cette façon-là. L'autre 25 hectares, c'est derrière un soya à l'ancienne, comme on faisait avant, mais un soya natto qu'on va récolter bientôt. C'est certain que si le couvert végétal est aussi performant d'année en année, c'est comme je disais tantôt, on va changer notre système de culture, on va se trouver une autre culture qui va sortir aussitôt que des pois pour vraiment être capable d'implanter un couvert là, avant de semer le blé d'hiver. Ça, on cherche une plante là, qui va arriver dans le trou. C'est ça qu'on regarde. Oui, Charles Vincent. Moi, la question, c'est toi, as-tu du fumier? Tu n'étends pas de lisier ou de fumier? Tu n'as pas dans tes champs ou dans ces champs-là? Oui, on a du fumier de poulet qu'on importe. Ah, OK. On a un petit peu de lisier, mais tout ça, c'est tout étendu, mais derrière le blé, pour le maïs l'année suivante. OK. Tout le blé de printemps puis le blé d'automne va servir à ces épandages-là. L'autre question, dans des cas de printemps hâtif, là, tu en as peut-être parlé tantôt, puis ça m'a manqué, là, mais dans des cas de gel, dégel, là, ça fond tout, puis après ça, il fait 2-3 jours de soleil, puis après ça, bang, il se remet à neiger. Est-ce que tu as connu des problèmes? Ça t'est-tu déjà arrivé, premièrement? Et est-ce que ça a eu un impact sur le rendement ou sur la qualité ou quoi que ce soit? Ça nous est déjà arrivé d'avoir un blé qui a pété au printemps. Qui avait décollé, il était passé de son hiver, il avait comme démarré, puis il a fini par péter par après par des gels là, qui nous arrivent là, comme un cheveu sur la soupe, là, un peu en surprise. Là. Ouais. Mais l'an passé, on a eu, là, quelqu'un me demandait l'autre fois, mais je cherche mes dates, mais mon blé a décollé. Il y a eu 2-3 nuits en bas de moins 10 collés. On a eu peur qu'il pète. Il a juste brûlé. Il y avait tellement de gaz dedans, tellement d'énergie dedans. Il a perdu à peu près 5 cm de feuilles. Il est tout venu brun sur le haut, mais le cœur est resté vert. Il est reparti avec la couette brune, puis il n'a jamais arrêté. Fait que j'ai l'impression que quand il y a vraiment un bon système racinaire, puis que son système de circulation il est décollé, puis il n'est pas juste à moitié réveillé, là, qu'il est vraiment parti, ben ça a du nerf pas mal. Là. Fait que ça, je peux pas dire que c'est... Ça peut pas dire que s'il y a un gel tard au printemps, là, que ça ne veut pas dire qu'il va passer ou pas. C'est un 25 cents dans l'air, je pense, dépendamment de la condition du système racinaire de ton blé. Je pense que c'est plus ça qui va faire la différence entre les deux, je pense. Merci.